Tu as probablement entendu parler de la mystérieuse civilisation perdue de l'Atlantide. C'était une société utopique et technologiquement avancée où les gens vivaient heureux. Mais quelque chose s'est passé et l'Atlantide a disparu de la surface de la Terre. Beaucoup pensent que cette cité se trouve au fond de l'océan Atlantique. Mais se pourrait-il que nous l'ayons cherchée au mauvais endroit pendant tout ce temps? Et si elle se trouvait à un endroit complètement différent? Et si l'Atlantide se trouvait au milieu du désert du Sahara? Cette théorie inattendue est étayée par plusieurs preuves. Mais pour étudier cette version, il faut d'abord comprendre ce qu'était l'Atlantide et comment on l'a découverte. La toute première mention de la mystérieuse cité remonte à 360 avant notre ère. Le philosophe antique Platon a écrit sur l'Atlantide. Son ouvrage « Dialogue » l'a décrit comme une terre riche, dotée de technologies avancées. Ses habitants étaient puissants, intelligents et beaux, comme des surhommes. Il a décrit en détail la structure de la ville, si bien que de nombreuses personnes ont cru en l'existence de l'Atlantide. D'après ses archives, les Atlantes ont construit cet endroit en plusieurs cercles concentriques de pierres noires et rouges. Ils ont ensuite recouvert ces cercles de laiton, d'étain et de métaux précieux. Dans la cité, il y avait des canaux sur lesquels naviguaient les bateaux. Les Atlantes étaient des marins, ils ont donc construit un passage entre leur ville et la haute mer. Sur Internet, tu peux trouver de nombreux dessins de l'Atlantide, réalisés à partir de descriptions de Platon. Jette un coup d'œil à ces dessins et il y a une photo réelle de l'œil du Sahara. Cet endroit, situé au beau milieu du désert, a la forme de plusieurs cercles concentriques. On dirait qu'une ville détruite a laissé une trace dans le sable. De nombreuses personnes ont supposé que la cité perdue se trouvait à cet endroit, mais personne n'a pu le prouver. Autrefois, le Sahara était couvert de rivières et de lacs. Durant la préhistoire, il n'y avait que de l'eau ici. Jusqu'à présent, tout concorde. L'œil du Sahara a été découvert pour la première fois dans les années 1930. On a longtemps cru que c'était un cratère créé par la chute d'une météorite. Mais au milieu du XXe siècle, des scientifiques ont effectué une analyse du sol et ont réfuté la version d'une météorite tombée depuis l'espace. Finalement, tout le monde s'est accordé à dire qu'il s'agissait d'un dôme de roche en fusion sous lequel le magma s'était déchaîné. Pendant des millions d'années, le vent et l'eau ont façonné le paysage et ont fini par lui donner l'aspect de cercle parfait. Et si les Atlantes étaient venus à cet endroit et avaient utilisé les cercles naturels pour construire leur ville? Dans ce cas, il y aurait de nombreuses traces et artefacts de cette civilisation développée. Les archéologues y ont bel et bien trouvé des pointes de flèches, des lances, des rames et d'autres objets. Mais ces objets n'ont rien à voir avec l'Atlantide. Les artefacts trouvés dans l'œil du Sahara appartenaient aux Aqueuléens, une ancienne tribu qui fréquentait la région. Pour la première fois, des outils aqueuléens sont apparus il y a plus d'1,5 million d'années. Certains des objets trouvés ici pourraient avoir 130 000 ans. Et selon les archives, l'Atlantide existait il y a environ 12 000 ans. Les archéologues n'ont trouvé aucune structure artificielle à cet endroit, ni aucun débris ou trace d'une grande ville. On aurait pourtant trouvé quelque chose si une grande ville dotée de technologies avancées avait existé à cet endroit. Le principal défenseur de cette théorie est l'auteur d'une chaîne YouTube qui a recueilli 1 million de vues et a attiré l'attention de nombreux historiens et anthropologues. Mais l'idée selon laquelle l'œil du Sahara est l'Atlantide a été rapidement réfutée. Les gens ont trouvé trop de divergences entre cet endroit et la description de la cité perdue. L'auteur de la chaîne a simplement tenté d'attirer l'attention des spectateurs en présentant des similitudes entre le paysage naturel et la cité antique fictive. Une autre théorie populaire prétend que l'Atlantide était un véritable continent situé au large des Bahamas. Puis, elle aurait été engloutie par le triangle des Bermudes. Selon cette légende, les ruines de la cité se trouveraient encore au fond du triangle. Mais cette théorie n'est pas non plus confirmée. On la doit à l'écrivain Charles Berlitz et ses adeptes affirment que les murs et les rues de la partie occidentale des Bahamas pourraient être les ruines de l'Atlantide. Mais les scientifiques ne sont pas d'accord. Ils ont prouvé que ces murs sont des formations naturelles de roches côtières. D'autres rumeurs affirment que l'histoire de l'Atlantide a été inspirée par une catastrophe historique réelle, le déluge de la mer Noire dans le détroit du Bosphore, reliant la mer Noire et la mer de Marmara. Vers 5600 avant notre ère, la mer Noire était 2 fois plus petite qu'aujourd'hui et comptait de nombreuses villes sur ses rives. Malheureusement, une énorme inondation a détruit cette civilisation florissante.
En l'espace d'1 an, les villes ont été englouties et les survivants se sont installés dans des pays étrangers où ils ont raconté des histoires sur l'inondation. Ce sont peut-être ces récits qui ont inspiré à Platon l'idée de l'Atlantide. Dans les années 1950, des gens ont proposé une autre version. L'Atlantide était le continent qui est aujourd'hui l'Antarctique. Il y a des dizaines de milliers d'années, un continent chaud avec des villes développées s'est déplacé vers le pôle sud en raison du mouvement de la croûte terrestre. Les Atlantes n'ont pas pu s'adapter aux nouvelles conditions froides et l'Atlantide a été recouverte d'épaisses couches de glace. Cette théorie a été réfutée lorsque les scientifiques ont commencé à étudier la nature des plaques tectoniques. Il s'est avéré que la croûte terrestre n'a pas pu déplacer un continent aussi vaste que l'Antarctique. Les plaques tectoniques ne se comportent pas de cette manière. Finalement, la question principale est, l'Atlantide a-t-elle vraiment existé? Personne ne l'avait décrite avant Platon. C'est peut-être le philosophe qui l'a inventée, afin de souligner la justesse de sa vision de la vie et d'illustrer ses théories philosophiques. Dans ses œuvres, il a beaucoup parlé de la nature divine et humaine, et de la façon dont les hommes peuvent détruire cette nature. Il a parlé de sociétés idéales courant à leur perte à cause de comportements immoraux. Les Atlantes étaient soi-disant des gens épris de moralité et de spiritualité qui avaient créé une utopie. Mais ils sont devenus cupides et mauvais. Ils ont détruit leur nature profonde et en guise de punition divine, ils ont dû assister à la destruction de leur cité. Une nuit, des incendies et des tremblements de terre ont frappé l'Atlantide et l'ont plongée dans la mer. Les puissances supérieures punissaient les gens pour leur comportement immoral, et Platon voulait que tout le monde ait peur de la déchéance morale. Mais à en juger par les descriptions des tremblements de terre et des incendies, on pourrait croire que l'Atlantide a été détruite par une éruption volcanique, comme ce fut le cas pour l'ancienne ville romaine de Pompéi. De telles destructions se sont souvent produites au cours de l'histoire. Les catastrophes naturelles ont détruit de nombreuses cités florissantes. L'un des cas les plus célèbres s'est produit en 1100 avant notre ère, en Méditerranée, lorsqu'une éruption volcanique a détruit la société minoenne alors très développée. Elle avait perduré pendant environ 2000 ans. Les Minoens vivaient principalement sur les îles de Crète et de Santorin. Ils avaient de belles maisons, un système d'égouts et une économie développée. Ils pratiquaient l'agriculture, cultivaient des fruits et des légumes, peignaient des fresques et fabriquaient des bijoux. Ils ont été les premiers à fonder la thalassocratie, un empire basé sur la mer. Ils vivent de la pêche, de la piraterie et du commerce maritime. En même temps, ils pratiquaient des rituels cruels et leur mode de vie était loin d'être moral. Habitués aux tremblements de terre sur l'île de Santorin, ils ont renforcé les murs de la ville avec des poutres en bois. Mais ils ne savaient pas ce qu'était une éruption volcanique. Et quand l'odeur de soufre est apparue dans l'air, ils n'ont pas soupçonné la catastrophe imminente. Lorsque le volcan a déversé des tonnes de lave et de cendres, tous les habitants de Santorin ont abandonné leurs maisons et tenté de s'enfuir. Mais ils n'ont pas pu. L'éruption et le tremblement de terre ont déclenché un tsunami. Une immense vague a inondé la partie côtière de la Crète. L'économie des Minoens a été durement touchée et leurs ports ont été détruits. Des étrangers ont alors attaqué la Crète et ont finalement mis fin à la civilisation qui s'y était développée. Certains historiens pensent que Platon aurait pu faire référence à l'Empire minoen lorsqu'il a décrit l'Atlantide. En utilisant leur exemple, il a montré comment les actions immorales pouvaient conduire les gens à leur perte. Il y a 66 millions d'années, peut-être au mois de septembre, un énorme astéroïde a percuté la Terre, semant le chaos et la dévastation. Les conséquences tragiques de cette collision terrifiante ont entraîné l'extinction des dinosaures. Oui. Je veux parler de l'astéroïde de Chicxulub qui a laissé un énorme cratère au Mexique et a changé la vie sur Terre pour toujours. Aujourd'hui, il s'avère que ce n'est pas la seule roche cosmique à avoir frappé notre planète à cette époque. Les scientifiques viennent de confirmer l'existence d'un autre astéroïde. Ce deuxième astéroïde n'était pas aussi gros que Chicxulub, mais il a tout de même eu un sacré impact. Il s'est écrasé au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest, s'enfonçant dans l'océan et laissant derrière lui un cratère, le cratère Nadir. Et croyez-moi, ses effets sont loin d'avoir été insignifiants. L'impact a été si puissant qu'il a déclenché un véritable tsunami. Ces vagues se sont dressées à plus de 790 mètres de hauteur, soit presque la taille de Burj Khalifa, la plus haute structure jamais construite par l'homme. Mais comment en sommes-nous arrivés à la conclusion qu'il y avait eu un deuxième impact?
Wisden Nicholson, de l'université Heriot-Watt, a repéré le cratère Nadir en 2022. Le docteur Nicholson examinait des images à haute résolution du plancher océanique lorsqu'il a remarqué une énorme dépression de 9 km de large, sous près de 305 mètres d'eau. Il a pensé qu'il pouvait s'agir d'un cratère d'impact d'astéroïdes, mais à l'époque, les preuves dont il disposait n'étaient pas suffisamment solides. Aujourd'hui, les scientifiques ont confirmé qu'il s'agissait bien d'un cratère. Un deuxième astéroïde a bel et bien frappé la Terre à l'époque de l'extinction des dinosaures. Voyons maintenant comment ils ont compris cela. Tout d'abord, il y a eu ces images sismiques 3D de très haute résolution. Elles ont permis aux chercheurs de séparer les couches du plancher océanique et d'obtenir une vue parfaitement nette du cratère. C'est un peu comme quand on passe d'une échographie floue à des scans en 3D où tous les détails sont visibles. Leurs conclusions ont confirmé que le cratère avait été créé par un astéroïde d'une largeur comprise entre 457 et 500 mètres. L'impact a été si intense qu'il a produit un pic central, formé des crêtes autour du cratère et même endommagé une zone périphérique de plusieurs milliers de kilomètres. À l'aide de ces images très détaillées, les scientifiques ont réussi à reconstituer ce qui s'est passé juste après que l'astéroïde a heurté la surface de notre planète. Il a d'abord percuté l'océan, créant un premier cratère en forme de cuvette. Au fur et à mesure que l'onde de choc s'est propagée, les fonds marins ont été si violemment secoués qu'il y a eu plusieurs glissements de terrain. Les sédiments meubles entourant le cratère se sont effondrés vers l'intérieur, créant un rebord bien visible. Comme vous le savez déjà, l'impact a également déclenché un tsunami dont la puissance a été telle que les vagues ne se sont pas contentées de s'étendre vers l'extérieur, mais se sont retournées vers le cratère, laissant d'énormes cicatrices sur le fond océanique. Et il ne s'agissait pas d'une seule grande vague. Non, il y en a eu toute une série, une succession de tsunamis détruisant tout sur leur passage. Ce deuxième impact d'astéroïde est un événement majeur pour les scientifiques. C'est une occasion rare pour eux d'étudier un cratère d'impact marin dans ses moindres détails. Il n'existe qu'une vingtaine de cratères marins confirmés dans le monde, et aucun d'entre eux n'a été observé avec une telle précision. En outre, ces données permettent aux scientifiques de tester de nouvelles idées sur la formation des cratères en milieu aquatique. Contrairement aux cratères terrestres, les cratères marins sont cachés sous des couches de sédiments, ce qui les rend difficiles à étudier. Mais grâce à cette nouvelle imagerie en 3D, nous pouvons observer le cratère sur toutes ses couches. C'est comme si l'on coupait un gâteau pour voir de quoi il est fait. Le docteur Nicholson et son équipe rêvent maintenant de réaliser des forages dans le cratère afin de prélever des échantillons dans les profondeurs du plancher océanique. Cela leur permettrait de mesurer la pression de choc lors de l'impact et de comprendre ce qui s'est passé dans les minutes, les heures et les jours qui ont suivi la collision. Bien entendu, l'astéroïde de Chicxulub reste la vedette de l'extinction des dinosaures. Ce voyageur de l'espace était gigantesque. Il mesurait entre 10 et 14 km de large. Il a heurté la Terre sous un angle dévastateur, projetant des roches et des gaz vaporisés dans l'atmosphère. Il a provoqué un hiver d'impact qui a duré 15 ans, car tous ces éléments ont bloqué le Soleil et plongé la Terre dans l'obscurité. Le plus intriguant, c'est que certains experts pensent que l'astéroïde Nadir pourrait en fait être un fragment de Chicxulub qui se serait détaché avant que ce dernier ne percute la Terre. Ce n'est encore qu'une théorie, mais si c'est vrai, cela pourrait signifier que notre planète a été victime d'un impact double en provenance de l'espace. Remontons maintenant dans le temps, jusqu'en 1908 et en Sibérie. Regardez autour de vous. Vous ne voyez rien d'autre que des arbres et des rivières. Et soudain, un énorme objet, d'un diamètre de 45 à 90 mètres, traverse l'atmosphère terrestre. Est-ce une comète? Un astéroïde? Les scientifiques n'en sont pas sûrs. Ce dont ils sont sûrs, c'est que cet intrus a explosé dans le ciel de la Tunguska, provoquant l'une des plus puissantes explosions de l'histoire. Il a complètement rasé la forêt en contrebas, abattant 80 millions d'arbres sur une superficie d'environ 2150 km². C'est une superficie supérieure à celle de villes comme Los Angeles ou New York. Les arbres ont été littéralement aplatis et leurs troncs dépouillés de leurs branches. Autour de l'épicentre, ils formaient un étrange motif radial. Et si cette explosion s'était produite au-dessus d'une ville? Tous les bâtiments auraient été détruits et d'innombrables vies auraient été perdues. Heureusement, cette catastrophe s'est produite dans une région très reculée de la Sibérie. Mais le plus effrayant, lorsque les scientifiques sont finalement arrivés dans la région des années plus tard, ils n'ont trouvé aucun cratère d'impact.
Il n'est donc pas étonnant que le mystère reste entier. L'explication la plus logique est que lorsque l'objet a explosé dans le ciel, probablement à une distance de 5 à 10 km au-dessus des terres, il s'est désintégré avant de toucher le sol, ce qui n'a pas empêché l'explosion de raser une forêt entière. En 2013, un autre événement époustouflant s'est produit, cette fois au-dessus d'une zone beaucoup plus peuplée, la ville de Tcheliabinsk. C'est par une matinée ordinaire de février qu'un astéroïde d'environ 18 mètres de diamètre est entré dans l'atmosphère terrestre, illuminant le ciel. Il se déplaçait à une vitesse avoisinant les 70 000 km par heure. Il a explosé en plein vol, à environ 29 km au-dessus de la ville. Le spectacle était terrifiant, mais heureusement, l'astéroïde s'est désintégré suffisamment haut dans l'atmosphère et n'a pas touché le sol. S'il l'avait fait, la ville aurait eu de très gros problèmes. En effet, même s'il n'y a pas eu d'impact direct, l'explosion a tout de même créé une onde de choc qui a traversé l'atmosphère et frappé le sol avec suffisamment de force pour briser toutes les vitres. L'explosion a endommagé environ 7200 bâtiments, mais par chance, il n'y a pas eu de victimes directes. Il n'en reste pas moins que cette explosion a été un véritable signal d'alarme. Il ne s'agissait pas d'un événement cosmique lointain comme celui de la Tunguska. Cet astéroïde a explosé au-dessus d'une zone moderne et peuplée, et les dégâts sont bien réels. La bonne nouvelle, les scientifiques parviennent de mieux en mieux à repérer ces objets avant qu'ils ne s'approchent ni trop près. Les agences spatiales du monde entier, comme la NASA, suivent à la trace les objets géocroiseurs afin de déterminer ceux qui pourraient présenter un risque. Mais comme ces deux événements le montrent, il arrive que des roches spatiales nous surprennent. Et si les chances d'un impact majeur sont faibles, les enjeux demeurent très importants. À l'heure actuelle, la NASA surveille un astéroïde. Il s'agit de Bennu, qui fait à peu près la même taille que l'impacteur Nadir. Bennu est considéré comme l'un des objets les plus dangereux en orbite proche de la Terre. Selon la NASA, il existe un faible risque qu'il percute la Terre entre les années 2178 et 2290, avec un danger maximal le 24 septembre 2082. Mais ne paniquez pas tout de suite. La probabilité d'un impact n'est que de 1 sur 2700. Cela nous rappelle tout de même que la Terre n'est pas à l'abri d'une catastrophe cosmique. Une petite question. Penses-tu que l'Atlantide pourrait avoir existé? Elle demeure l'un des plus grands mystères de l'histoire. Sa légende a commencé avec Platon, il y a très longtemps en Grèce ancienne. Le récit d'une civilisation qui aurait vu le jour et aurait prospéré avant la nôtre. L'Atlantide était, selon le mythe, une société très avancée sur le plan technologique, un peu comme celle des Mayas. Mais, ainsi que le raconte la légende, c'est à cause de la cupidité de ses habitants qu'elle aurait été détruite, ses villes disparaissant, submergées par un immense déluge. Diverses théories ont été avancées au sujet de l'emplacement géographique de cette île mythique. Certains disent qu'elle se trouvait dans la Méditerranée, d'autres qu'elle est située sous le triangle des Bermudes. Mais comme la science nous le suggère, l'Atlantide n'est sans doute qu'une allégorie de l'humanité. Aujourd'hui, tu vas découvrir plusieurs villes sous-marines étonnantes dont tu n'as jamais entendu parler. Elles ont bel et bien existé et ne sont pas de simples légendes. Nous allons tout d'abord faire une excursion dans la cité engloutie de Baïa, sur la côte italienne. Connue comme une sorte de Las Vegas de l'Empire romain, Baïa était un lieu de villégiature. L'élite romaine se rendait pour se divertir dans cette sorte de spa en plein air qu'était Baïa. Tu peux visiter la ville submergée accompagnée de professionnels de plongée sous-marine et observer de très près cette magnifique sculpture romaine parfaitement conservée, une véritable merveille subaquatique. Tu peux aussi apercevoir des temples et des bâtiments effondrés à bord d'un bateau à fond vitré. Voici un musée tout recouvert de mousse, le nymphée de l'empereur Claude. À ta gauche, tu apercevras une collection de statues grecques classiques. En descendant la Via Herculeana, tu arriveras à la Villa Protiro. Les villas sont des maisons de style italien, et ici tu pourras admirer leur sol en marbre d'origine. Leurs motifs noirs et blancs aux formes étonnantes. Ensuite, tu arriveras à Portus Julius, avec ses murs effondrés visibles au fond de la mer. Tu verras des colonnes et des sols en calcaire bien conservés. Tu pourras aussi contempler les ruines et les thermes de Lacus. Leurs mosaïques multicolores sont vraiment exceptionnelles. Si tu t'approches suffisamment, tu pourras voir des fragments de pierre orange, bleu et vert. À la Villa Pilla dei Pisoni, tu découvriras 25 piliers romains bien conservés. Les arches et les fresques non loin sont impressionnantes, tout comme l'ampleur de ce trésor abrité par les eaux. La ville était située sur un sol volcanique.
Il y avait donc des sources d'eau chaude à volonté. Les gens s'y rendaient pour se détendre, mais pas n'importe qui. Parmi ceux qui fréquentaient cet endroit figurent certains des plus grands empereurs et personnalités de l'époque. Ceux dont on nous parle à l'école, Néron, Cicéron, César. Mais vers le 8e siècle, la ville luxuriante a été mise à sac, puis abandonnée. Lentement, le niveau de la mer est monté, et la cité a peu à peu été engloutie. Tu passes tes vacances d'été au large de la côte grecque, à 4 heures d'Athènes, dans la péninsule du Péloponnèse, à Pavlopétrie plus précisément. Tu as apporté ton tuba pour aller faire de la plongée par une magnifique journée ensoleillée. Au bout d'un certain temps sous l'eau, tu commences à remarquer des motifs au fond de la mer. À 4 mètres sous la surface, les contours d'objets familiers t'apparaissent les uns après les autres. Puis tu continues à nager, et bientôt tu aperçois ce qui ressemble à une ville. Tu te demandes comment l'eau a pu submerger cette cité. Certains rochers sont parfaitement alignés et forment ce qui semble être les fondations d'un bâtiment. C'est Nicholas Fleming, un océanographe britannique en vacances en Grèce, qui a découvert Pavlopétrie. Il documentait les vestiges abandonnés dans les fonds marins. Son équipe a fini par trouver un site entier rempli de poteries, de récipients pour le stockage ainsi que des outils. Des moulins à bras par exemple, servant à moudre le grain afin de le transformer en farine. Les nombreuses amphores découvertes par la suite indiquent que ce site remonte à l'âge du bronze, soit il y a 5500 ans, quand les gens ont commencé à s'installer en communauté sédentaire. On pense que cette cité portuaire a été fréquentée pendant plus de 2400 ans. Pavlopétrie est aujourd'hui considérée comme la plus ancienne ville engloutie jamais découverte. Et c'est d'autant plus impressionnant de constater qu'il ne s'agissait pas d'un simple village, c'était une véritable ville, avec des bâtiments en pierre, un marché, des rues et même des places. Continuons notre exploration à la découverte d'autres villes sous-marines. Tu plonges au large de l'archipel des Ryukyu. Les eaux du Pacifique sont loin d'être calmes. Un fort courant t'entraîne dans les profondeurs de la mer. Soudain, tu aperçois une énorme structure éclairée par le soleil qui traverse jusqu'au fond des eaux. Au début, cela ressemble aux ruines de Machu Picchu, situées sur l'autre côté du globe, au Pérou. En t'approchant, tu découvres lentement ses formes. Une structure en forme de pyramide, des arches, des escaliers. Quelque chose qui aurait pu être un palais ou un château. Tout cela pourrait être le signe d'une activité humaine ancienne. Ce site est aujourd'hui connu sous le nom de structure sous-marine de Yonaguni, mais on l'appelle également l'Atlantide du Japon. Le monument entier fait environ la taille de 5 terrains de football, et sa hauteur est celle d'un bâtiment de 5 étages. Sa caractéristique la plus surprenante, ces vastes terrasses faites pour accueillir de grands rassemblements. Les explorateurs et les scientifiques pensent que Yonaguni existe depuis 10 000 ans. Mais la question de savoir s'il s'agit d'une structure construite par l'homme ou d'une formation naturelle fait toujours l'objet d'un débat. Selon le meilleur géologue marin du Japon, le professeur Masaaki Kimura, Yonaguni serait l'héritage d'une civilisation perdue. Kimura a plongé dans cette zone afin d'explorer ses ruines plus de 100 fois au cours des 10 dernières années. D'après lui, on y trouve des signes évidents d'activité humaine. Le bassin triangulaire, situé à la surface du monument, est caractéristique, par sa forme symbolique, des fontaines historiques de la région. Il y a aussi une tortue géante sculptée sur le flanc oriental de la structure. Et selon Kimura, les tortues ont une signification culturelle importante. Plusieurs fragments d'outils en pierre ont été retrouvés sur le site. Ils auraient été fabriqués il y a 10 000 ans. Cependant, tous les scientifiques ne sont pas convaincus. Nombreux sont ceux qui pensent que Yonaguni est le résultat de milliers d'années d'érosion. Le fait que le monument soit composé d'un seul bloc de roche les pousse à croire qu'il n'est pas d'origine humaine. Ses arêtes, ainsi que ses surfaces planes, ressemblent à cette formation naturelle présente en Irlande du Nord, et connue sous le nom de chaussée des géants. Un ensemble de colonnes de basalte imbriquées fait penser au parvis d'un palais. Mais celles-ci sont plus probablement le résultat de l'activité volcanique locale. Continuons ensemble notre exploration sous la surface. La prochaine étape de notre voyage est l'une des villes sous-marines les plus célèbres au monde, et aujourd'hui transformée en parc archéologique. La ville de Port-Royal en Jamaïque n'existe plus que sous la surface. Mais en 1692, c'était l'une des cités les plus riches de l'hémisphère occidental. Port-Royal était alors un centre important de l'Empire britannique. Son activité commerciale attirait des voyageurs provenant des 4 coins du monde. C'était aussi le foyer des véritables pirates des Caraïbes. Mais au matin du 7 juin 1692, le sort des habitants de Port-Royal a pris une tournure absolument inattendue. Les tavernes et les restaurants, toujours débordants de vie, se sont mis à trembler. La population s'est réveillée au milieu d'un immense séisme dont la magnitude est estimée aujourd'hui à 7,5 sur l'échelle de Richter.
Un des survivants a dit avoir vu la terre s'ouvrir et engloutir toute la ville. Ce qu'il a affirmé pourrait être vrai, car l'agglomération était principalement construite sur du sable. Le sol a littéralement aspiré les bâtiments, les routes et tout ce qui s'y trouvait là. Des geysers sont entrés en éruption et finalement des vagues hautes comme des immeubles de 10 étages se sont abattus sur la ville. Environ 13 hectares ont disparu sous l'eau. Et étonnamment, la plupart de ces vestiges du XVIIe siècle reposent en bon état à 12 mètres de profondeur. Dans ces ruines, les archéologues ont trouvé des tavernes, des entrepôts, des cuisines et des bâtiments de loisirs utilisés à des fins diverses. Tu peux aussi voir la grande statue d'un lion, un pont submergé ainsi que de nombreuses arches pittoresques. Et si on allait faire un tour en Inde, non loin de son littoral, se trouve une autre merveille. Un site que l'on a nommé la cité perdue de Cambay, qui repose dans le golfe du même nom. Elle est restée cachée jusqu'en 2001, jusqu'à ce que l'Institut national des technologies océaniques décide d'aller analyser l'eau de la zone. Grâce à la technologie du sonar qui envoie une sonde sonore jusqu'au fond de la mer, l'équipe de l'Institut a fait une découverte, très loin sous la surface. Les images rapportées montraient des formes géométriques réparties sur une étendue de 8 km. Ces vestiges dateraient de plus de 9500 ans. Ce qui veut dire que cette civilisation a disparu à peu près à la fin de la dernière période glaciaire. Parmi les débris récupérés sur le site, on trouve des matériaux de construction, des poteries, des perles, des sculptures et même des os. Les scientifiques ne sont pas tous convaincus de la véritable provenance de ces objets. Mais si c'est bien de là qu'ils proviennent, cela ferait de la ville perdue de Cambay la plus ancienne civilisation connue au monde. Les scientifiques ont récemment découvert des vestiges comparables à l'Atlantide, près de l'Australie. Autrefois, un continent entier se trouvait là, désormais submergé. Voici son histoire. Il y a environ 70 000 ans, pendant la dernière période glaciaire, une vaste masse terrestre appelée Saül existait dans le sud-ouest de l'océan Pacifique. Cet ancien supercontinent connectait ce que nous connaissons aujourd'hui sous les noms d'Australie, de Nouvelle-Guinée, de Tasmanie et des îles Aru, formant une immense étendue de terre continue. Imaginez des forêts tropicales luxuriantes entourées de majestueuses montagnes. Les plus hautes montagnes de Saül se trouvaient dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée et atteignaient des sommets de plus de 3900 mètres. Ce lieu exceptionnel abritait une diversité d'animaux uniques, principalement des marsupiaux. Mais il n'y avait pas que des koalas et des kangourous. Saül hébergeait divers types de brouteurs, fouisseurs, charognards et prédateurs. On y trouvait le gigantesque diprotodon, le redoutable chasseur qu'était le thylacoleo et le terrifiant mégalania, une créature bien plus grande que la plupart des lézards vivants aujourd'hui. Ce territoire était tout à fait singulier, car, tandis que le reste du monde était peuplé d'animaux placentaires comme les loups, les éléphants et les humains, Saül ne comptait parmi ses mammifères classiques que des chauves-souris et des rongeurs. Toutefois, ces différentes régions présentèrent des écosystèmes variés. Les régions de Timor, d'Arafura et de Carpentaria étaient hautes et couvertes de savanes et de forêts sèches, rappelant un peu l'Australie moderne avec ses déserts arides, ses broussailles, ses steppes et ses forêts tempérées le long de la côte est. À cette époque, les humains migraient à travers le globe. Ils ont entrepris un voyage extraordinaire depuis l'Asie du Sud-Est jusqu'à Saül, et y sont parvenus pour la première fois il y a 60 à 45 000 ans. Ils voyageaient principalement à pied et traversèrent la mer à l'aide de radeaux en bambou et de bateaux rudimentaires. Ils provenaient de l'ancien plateau continental de Sunda, qui englobait des parties de l'Asie du Sud-Est. En traversant une série d'îles connues sous le nom de Wallacea, ils se sont finalement répandus à travers le Saül. Et ce n'était pas un petit périple. Le Saül était immense, s'étendant sur environ 10,6 millions de kilomètres carrés, soit une superficie plus grande que celle des États-Unis ou du Canada. Il s'étirait de l'équateur jusqu'à la partie sud de la Nouvelle-Zélande. Ainsi, en arrivant dans ce qui est aujourd'hui l'Australie, ces voyageurs devinrent les premiers habitants de cette terre. Les scientifiques estiment que le Saül comptait alors environ 500 000 habitants. Nous avons aussi découvert des peintures rupestres datant d'environ 40 000 ans, qui représentaient des scènes de chasse au buffle nain ou à Noah face à des figures humaines et animales. Les chercheurs s'efforcent de comprendre comment ces premiers colons se déplaçaient à travers le Saül et où trouver des traces archéologiques de leur voyage. Pour ce faire, ils ont créé un modèle informatique de l'évolution du paysage. Cette simulation a montré les transformations du Saül entre 75 et 35 000 ans, révélant des routes migratoires potentielles et des sites archéologiques. Les hommes se déplaçaient probablement le long des côtes et des rivières.
Mais comment le Saül a-t-il été submergé, à l'image de la mythique Atlantide? Durant la dernière période glaciaire, une grande partie de l'eau terrestre était emprisonnée dans d'immenses calottes glaciaires, faisant ainsi baisser le niveau de la mer. Par la suite, avec l'augmentation des températures mondiales, ces calottes ont fondu et le niveau de la mer a monté d'autant, submergeant les ponts terrestres qui reliaient les différentes parties du Saül. Il y a environ 8000 ans, la Nouvelle-Guinée s'est séparée de l'Australie continentale. Puis, il y a environ 6000 ans, ce fut au tour de la Tasmanie. Mais grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons encore explorer les parties submergées du Saül. Les plongeurs explorent et collectent des échantillons directement depuis le fond de l'océan, et les drones sous-marins peuvent atteindre des zones trop profondes ou dangereuses pour les humains. Grâce à la cartographie par sonar, les scientifiques utilisent les ondes sonores pour dresser des cartes du fond marin, un peu comme utiliser un écho permettant de voir sous l'eau. Les ondes rebondissent sur le fond marin et reviennent à l'envoyeur, aidant ainsi à composer une image des environs. Dans les profondeurs sous-marines, les archéologues ont trouvé des outils en pierre et d'autres artefacts. Ils ont également découvert des fossiles d'animaux tels que le diprotodon et le thylacoleo. En étudiant le terrain submergé de Saül, ils ont mis en évidence l'existence de rivières, de lacs et de côtes datant de la période glaciaire. Mais pour autant, Saül n'est pas le seul continent submergé au monde. Ce n'est même pas le seul trésor caché de l'Asie du Sud-Est. Prenez le Sundaland, une région composée de Sumatra, Java, Bornéo et quelques autres îles. Cet endroit était gigantesque durant l'ère glaciaire, mais aujourd'hui, il est presque entièrement submergé. Presque, mais pas totalement. Les parties émergées grouillent encore de vie. Si vous aimez les oiseaux, visitez donc cet endroit. Il abrite près d'un cinquième des espèces d'oiseaux du monde. On peut y apercevoir des oiseaux colorés comme l'aigle de Java et les tourneaux de Bali au sein des forêts luxuriantes. C'est aussi le foyer d'un quart des espèces de poissons de la Terre. Les eaux du Sundaland sont un havre pour la vie marine, même pour les plus exotiques, comme les arowanas asiatiques. C'est aussi une véritable mine d'or en matière de fleurs. C'est là que l'on peut trouver la Rafflesia et le titan Arum, les plus grandes fleurs au monde. Cela la rend très similaire au continent de Zélandia. Il s'agit d'une longue et étroite bande de terre, mesurant la moitié de la taille de l'Australie et qui s'est détachée de l'Antarctique il y a environ 100 millions d'années. Tout comme le Sundaland, elle n'est pas entièrement submergée. 7% de sa surface reste au-dessus du niveau de la mer. Ce fragment émergé est ce que nous appelons aujourd'hui la Nouvelle-Zélande, ainsi que l'île Stewart et quelques petites îles. Ces morceaux de Zélandia sont tempérés et luxuriants. Ils regorgent de volcans, de chaînes de montagnes, de magnifiques geysers naturels et de sources chaudes. Les Maoris utilisent ces dernières pour cuisiner. Ils placent du maïs, des œufs et des légumes dans des paniers et les plongent directement dans les sources thermales. Parfois, ils cuisinent également dans un four creusé et rempli de pierres chauffées. Un autre monde perdu est connu sous le nom d'Argoland. Cette mystérieuse masse terrestre faisait autrefois partie de l'Australie, à l'époque des dinosaures, et elle a intrigué les scientifiques pendant des décennies. On soupçonnait son existence car il a laissé une immense étendue sur les fonds marins, la plaine abyssale d'Argo. Il y a environ 155 millions d'années, l'Argoland s'est détaché de l'Australie et a dérivé vers le nord. Puis, lorsqu'il a atteint l'Asie du Sud-Est, il a tout simplement disparu. Les scientifiques n'avaient aucune idée de l'endroit où il avait pu passer. Mais récemment, ils ont finalement retrouvé sa trace. Il se trouve que les parties inférieures du malheureux Argoland ont commencé à sombrer dans la fosse de la sonde, un abîme océanique terriblement profond. La croûte terrestre a coulé dans le manteau, et pendant ce temps, les parties supérieures d'Argoland ont été poussées vers le haut, intégrant des roches plus jeunes à la surface. À cause de cela, Argoland s'est disloqué en plusieurs fragments plus petits. Ces derniers ont formé des parties de Bornéo, Java, Célèbes et d'autres régions. Le reste est profondément enfoui sous l'Indonésie et la Birmanie. Imaginez une masse terrestre colossale de la taille du Groenland, le Grand Adria. Son voyage a débuté il y a environ 240 millions d'années lorsqu'il s'est détaché du supercontinent de Gondwana. Il a commencé à dériver vers le nord et après 100 millions d'années passées dans des mers chaudes, il a soudainement percuté l'Europe avant de se fragmenter. La plupart de ces morceaux ont été entraînés profondément dans le manteau terrestre, mais certains ont été arrachés et sont devenus partie intégrante de chaînes montagneuses comme celle des Alpes.
Aujourd'hui, les vestiges du Grand Adria sont dispersés dans plus de 30 pays, de l'Espagne jusqu'à l'Iran. C'est pourquoi ils sont si difficiles à localiser. Les Seychelles faisaient également partie de Gondwana. Et oui, ces îles idylliques reposent sur les vestiges de l'ancien continent. Nous en avons d'ailleurs appris beaucoup grâce à ces fascinants affleurements granitiques. C'est Alfred Wegener qui a suggéré la dérive des continents il y a près d'un siècle, mais personne ne le croyait à l'époque. Et ces affleurements l'ont aidé à prouver que les plaques tectoniques se déplaçaient réellement. Les Seychelles se sont séparées de l'Inde et de Madagascar, et sont finalement devenus un archipel solitaire dans l'océan Indien. Cela s'est probablement produit à cause de l'activité volcanique intense des trappes du Deccan. Aujourd'hui, les îles abritent des espèces uniques, tant sur Terre que dans les récifs coralliens environnants. Le microcontinent de Mauritia s'est détaché de l'Inde après l'extinction des dinosaures. Au cours de son voyage, il s'est étiré pour prendre une forme de ruban, avant de se fragmenter. Aujourd'hui, ces fragments sont éparpillés sous l'océan Indien. Les scientifiques ont découvert cette terre perdue en étudiant de minuscules cristaux anciens appelés zircons. Ces zircons sont pareils à des capsules temporelles. Ils remontent à une période antédiluvienne, pouvant aller de 660 millions à 2 milliards d'années, bien plus anciens que l'île Maurice elle-même. Ces cristaux anciens ont suggéré l'existence d'une autre Atlantide quelque part à proximité. Il semble qu'il y ait des continents engloutis un peu partout dans le monde. Et peut-être en découvrirons-nous encore beaucoup d'autres à l'avenir. Depuis que Platon a créé l'allégorie de l'Atlantide, l'humanité est fascinée par la possibilité de découvrir un jour une civilisation sous-marine florissante. Tu veux te joindre à nous pour visiter quelques sites sous-marins historiques? Voyons ce que nous pouvons comprendre de ces civilisations anciennes. Le premier sur notre liste est ce qu'on appelle le Stonehenge sous-marin. Les chercheurs ont récemment découvert un mystérieux amas de cairns qui s'étendent sur des kilomètres sous les eaux miroitantes du lac de Constance, aux frontières de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Autriche. Les archéologues ont commencé à fouiller ce site en 2015 et ne sont pas encore parvenus à cerner sa fonction précise. Ce qu'ils savent, c'est qu'il se trouve là 170 cairns de pierre fabriqués par l'homme s'étendant sur 20 km sous le lac. Les chercheurs affirment que c'est très probablement le fruit du travail combiné de plusieurs villages. Ce site fut probablement utilisé dans un but collectif. Ces formations sont énormes, certaines d'entre elles faisant plusieurs mètres de large. La découverte la plus étonnante jusqu'à présent est que ce site daterait d'il y a environ 5500 ans. Maintenant, que faisions-nous, nous les humains, à cette époque? Eh bien, nous vivions les meilleures années de ce que l'on appelle l'âge de pierre. Nous commencions à fabriquer des outils rudimentaires et à les utiliser pour chasser et manger. Peux-tu imaginer à quoi pouvaient ressembler tes couverts à l'époque? Ce n'est pas une coïncidence si les scientifiques surnomment ce site le Stonehenge sous-marin. On pense que les deux sites ont été érigés à peu près à la même époque. Vois-tu, Stonehenge date d'environ 3100 ans avant notre ère. Les deux sites présentent la caractéristique commune d'être tous deux des monuments de pierre construits en cercle, sans parler du fait que les scientifiques n'ont pas non plus déterminé en quoi nos premiers ancêtres auraient pu ressentir le besoin de construire de telles structures. Le mystère du lac de Constance n'a pas encore été résolu. Qui étaient les habitants néolithiques de cette région? Et dans quel but ont-ils déployé autant de travail et d'efforts pour construire cet immense site fait de roches? Ensuite, nous t'emmenons faire un tour dans les îles Ryukyu, juste au large des côtes japonaises. Tu plonges dans les profondeurs de ce site archéologique, mais je dois te prévenir, les eaux de l'océan Pacifique sont loin d'être calmes. Il ne te faut pas longtemps avant d'apercevoir une immense structure, grâce à la lumière du soleil, qui éclaire les fonds marins. Au début, cela ressemble aux ruines du Machu Picchu qui se trouve à l'autre bout du globe, au Pérou. En t'approchant, tu commences lentement à distinguer ses contours. Une structure de forme pyramidale, des arches, des escaliers, ça aurait facilement pu être un palais ou un château. Pourrait-il s'agir d'un signe d'activité humaine? Eh bien, ce que tu viens de voir est connu aujourd'hui sous le nom de structure sous-marine de Yonaguni. On l'appelle aussi l'Atlantide du Japon. Le complexe entier représente la taille de 5 terrains de football et la hauteur d'un bâtiment de 5 étages. Sa caractéristique la plus surprenante sont ses vastes terrasses.
Les explorateurs et les scientifiques estiment que Yonaguni pourrait avoir 10 000 ans. Mais la question de savoir s'il s'agit d'une structure créée par l'homme ou d'une formation naturelle fait toujours l'objet de débats. Pour l'un des plus célèbres géologues marins du Japon, le professeur Masaaki Kimura, Yonaguni serait l'héritage d'une civilisation perdue. Il a lui-même plongé au fond de l'océan pour explorer ses ruines plus de 100 fois au cours des 10 dernières années. Selon lui, il y aurait des signes clairs d'activité humaine là-dessous. Sur la surface de cette structure, il y a une cavité de forme triangulaire qui est une caractéristique des fontaines de la région. Une tortue géante est aussi sculptée sur le côté est de la structure. Et selon Kimura, de pareilles tortues ont une signification culturelle importante. Plusieurs fragments d'outils en pierre ont été retrouvés sur le site et leur âge est estimé à environ 10 000 ans. Cependant, tous les scientifiques ne soutiennent pas cette théorie. Pour beaucoup, Yonaguni est le résultat de milliers d'années d'érosion. Le fait que le monument soit composé d'un seul rocher massif les pousse à croire qu'il ne serait pas d'origine humaine. Ses bords parfaitement définis et ses surfaces planes ressemblent à une formation naturelle d'Irlande du Nord, connue sous le nom de chaussée des géants. Les colonnes de basalte ont beau ressembler aux ruines d'un palais, elles seraient en fait le résultat de l'activité volcanique de la région. Maintenant, tu t'envoles pour la Grèce à 4 heures d'Athènes. Pour être précis, tu te trouves dans la péninsule du Péloponnèse. Tu dépoussières un vieux tuba et pars pour une excursion de plongée par une journée ensoleillée. Après un certain temps passé dans l'eau, tu commences à remarquer des motifs sur le fond marin. À 4 mètres sous la surface, les restes d'objets familiers commencent à apparaître un à un. Alors que tu continues de nager, ce qui semble être le contour d'une ville entière émerge devant tes yeux. Tu te demandes comment l'eau a pu engloutir toute la ville. Ces rochers sont parfaitement alignés dans ce qui semble être les fondations d'un bâtiment. Il s'agit de Pavlopétrie, une ville antique dont tu n'avais sûrement jamais entendu parler. Elle a été découverte par Nicolas Fleming, un océanographe britannique, alors qu'il était en vacances en Grèce. Il avait entendu des rumeurs concernant l'existence de Pavlopétrie et, en effet, a découvert plusieurs artefacts gisant sur les fonds marins. Il est retourné dans la région 1 an plus tard avec une équipe. Ils ont alors mis à jour un site rempli de tessons de poterie, d'amphores et d'outils. Cette pierre de cairn, par exemple, était un outil servant à moudre le grain. Les multiples amphores indiquent que ce peuplement date du commencement de l'âge de bronze, il y a 5500 ans, lorsque les gens ont commencé à s'établir dans des villes. On pense que celle-ci aurait existé pendant plus de 2400 ans. Aujourd'hui, Pavlopétrie est considérée comme la plus ancienne ville submergée jamais découverte. Et ce qui est impressionnant, c'est que ce n'était pas qu'un simple village, c'était une cité portuaire dynamique, avec des bâtiments de pierre, un marché, des rues et même des places. La prochaine étape de notre voyage est l'une des villes sous-marines les plus célèbres et qui a été transformée en parc archéologique. La ville de Port-Royal, en Jamaïque, n'existe plus que sous la surface. Mais en 1692, c'était l'un des comptoirs les plus riches de l'hémisphère ouest. Port-Royal était le centre de l'empire colonial britannique à l'époque et un important port d'attache qui attirait des gens de toute la région. C'était aussi le foyer des véritables pirates des Caraïbes. Le matin du 7 juin 1692, les habitants de Port-Royal ont connu un sort différent de tout ce qu'ils avaient pu prévoir. La ville s'est réveillée en tremblant. Les gens ont été jetés hors de leur lit par la puissance d'un terrible tremblement de terre d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter. Un survivant a raconté qu'il avait vu la terre se fendre et engloutir toute la ville. Ce qu'il a dit pourrait être vrai, car elle était principalement construite sur du sable. Le sol aurait avalé les bâtiments, les routes, les infrastructures, tout en somme. Des geysers sont entrés en éruption et, pour finir, des vagues aussi grandes que des immeubles de 10 étages se sont abattus sur la ville. Environ 13 hectares de la cité ont disparu sous les eaux. Étonnamment, la plupart de ces vestiges du XVIIe siècle sont encore en bon état sous 12 mètres d'eau. Les archéologues ont retrouvé des tavernes, des entrepôts, des cuisines et des établissements de loisirs divers et variés. Tu peux aussi y voir une grande statue de lion, un pont submergé et de nombreuses arches pittoresques. Bien sûr, nous avons gardé le meilleur pour la fin, l'Inde. Juste au large de ses côtes se trouve une autre merveille engloutie,
un site connu sous le nom de Cité perdue de Cambay se trouve dans le golfe du même nom. Elle est restée cachée jusqu'en 2001, lorsque l'Institut national des technologies océaniques a entrepris de cartographier ses eaux. Grâce à la technologie sonar, qui envoie des ondes sonores contre les fonds marins, ils ont découvert une chose qui reposait loin en dessous de la surface. L'imagerie a révélé des formes géométriques bien définies, réparties sur une étendue de 8 km. Ces vestiges dateraient de plus de 9500 ans, ce qui signifie que cette civilisation a été engloutie aux environs de la fin de l'ère glaciaire. Les débris récupérés sur ce site comprenaient des matériaux de construction, des poteries, des perles, des structures et même des ossements. Les scientifiques débattent encore pour savoir si ces artefacts proviennent bel et bien du site même. Mais si tel était le cas, alors la cité perdue de Cambay pourrait être l'une des plus anciennes cités au monde. Regardez un peu ça. Des chercheurs viennent de trouver des empreintes de pas très anciennes d'une famille d'humains disparus il y a, accrochez-vous bien, 300 000 ans. Ces empreintes appartiennent à un groupe d'Homo heidelbergensis. Plutôt difficile à prononcer, mais je m'en suis sorti. Ces hommes étaient donc très avancés pour leur époque. Ils construisaient des maisons et chassaient de gros animaux. Malheureusement, ils n'ont pas supporté le changement climatique et ont disparu il y a environ 28 000 ans. Non, ce n'était pas combat des mauviettes. Croyez-moi, le temps était vraiment rude à l'époque, et ils ne pouvaient pas se contenter d'une doudoune comme nous le faisons aujourd'hui. Une équipe de l'université de Tübingen a donc fait cette découverte en Allemagne, où elle a trouvé des empreintes parfaitement conservées dans une forêt au bord d'un lac. Apparemment, des éléphants, des rhinocéros et d'autres animaux venaient se détendre au bord de l'eau, tout comme cette famille de Heidelberg. Les scientifiques pensent qu'il s'agissait probablement d'une sortie familiale et non pas d'un groupe de chasseurs adultes, car il y avait aussi des empreintes de petits-enfants. Selon la saison, ils pouvaient manger des plantes, des fruits, des feuilles, des pousses et des champignons tout autour du lac. Les experts ont même trouvé des traces d'une espèce d'éléphant disparu qui pesait jusqu'à 13 tonnes. Vous imaginez voir l'un de ces éléphants en personne. Pour rappel, 13 tonnes, c'est environ 45 fois le poids d'un cochon. Groin, groin. En creusant à Schöningen, les chercheurs sont tombés sur des empreintes d'éléphants de 55 cm de long. Et oui, plus de la moitié d'un mètre. Et ils ont même trouvé des fragments de bois dans les ornières laissées par les éléphants. Mais attendez, ce n'est pas tout. Ils ont également découvert une empreinte de rhinocéros datant du Pléistocène, ce qui est assez incroyable. C'est la première fois qu'ils trouvent une empreinte de cette espèce en Europe. Personne n'aurait pu imaginer que les rhinocéros avaient de si grandes pattes, sauf ceux que cette énorme bête a piétiné. Pendant ce temps, au Nouveau-Mexique, des archéologues britanniques et américains ont trouvé d'anciennes empreintes de pas humains datant de 23 000 ans. Ils ont utilisé la datation au radiocarbone pour déterminer quand ces empreintes ont été faites. Et il s'avère qu'elles remontent au dernier maximum glaciaire. À cette époque, des nappes glaciaires recouvraient une grande partie de l'Amérique du Nord. Et le niveau de la mer était plus bas qu'aujourd'hui. On a toujours pensé que l'homme était arrivé en Amérique du Nord il y a 13 à 16 000 ans. Mais ces empreintes nous suggèrent que nos ancêtres erraient dans ce coin bien plus tôt que cela. Certains pensent même que l'homme était déjà présent en Amérique du Nord il y a 33 000 ans, mais tout le monde n'est pas convaincu. Bien. Et s'il y a des empreintes de pas, il doit forcément y avoir eu des chaussures aussi, n'est-ce pas? Les chercheurs n'ont peut-être pas trouvé de mocassins Gucci, même s'ils existent depuis 1953. Mais ils ont découvert une grotte en Arménie remplie d'objets anciens datant de l'âge du cuivre. Et devinez quoi? Parmi ces objets se trouvait une chaussure très bien conservée, qui est aujourd'hui la plus ancienne chaussure jamais découverte. Cette chaussure était constituée d'une seule pièce de cuir de vache, ce qui est plutôt rare aujourd'hui, malgré toutes les améliorations technologiques sophistiquées dont nous disposons. Voilà ce qu'on appelle de la haute qualité. Aujourd'hui, les créateurs de chaussures les plus branchés tentent de copier cette technique de la coupe entière. Cette chaussure était également enduite d'une sorte d'huile végétale pour une plus grande durabilité. Elle avait même des lacets qui se croisaient à travers une série de trous, tout comme nos chaussures de sport bien-aimées. Ce modèle pour femme, d'une taille équivalente à un petit 39, laisse penser qu'elle a été fabriquée sur mesure pour une personne fortunée. Pouvez-vous vous imaginer porter de telles chaussures à l'époque? On devait en parler dans tout le village. Et puisque nous parlons de chaussures, vous savez, cette sensation désagréable que l'on ressent lorsque l'on marche sur quelque chose de collant. Surtout si l'on porte une paire de baskets blanches flambant neuves. Non, n'ayez pas peur, je ne parle que de chewing-gum.
Un gros malabar collé à sa chaussure, c'est un vrai désastre. Au cours d'une fouille en Finlande, Sarah Pikin, une étudiante britannique en archéologie ultra cool, a trouvé un morceau de chewing-gum néolithique vieux de 5000 ans fabriqué à partir de goudron d'écorce de bouleau. Il portait même des traces de dents. Qui aurait cru que nos ancêtres aimaient aussi les chewing-gums? Apparemment, le goudron d'écorce de bouleau a des propriétés antiseptiques. On pense donc que les gens du néolithique en mâchaient pour soigner les infections de la bouche et des gencives. Il semblerait donc que l'humanité consomme des chewing-gums depuis la nuit des temps. Quelle tradition! Les créateurs du passé lointain n'avaient pas que des chaussures à offrir aux fashionistas préhistoriques. Vous ne trouverez jamais une pièce pareille dans la grande distribution. Et je ne suis pas sûr que vous ayez plus de chance dans les boutiques haut de gamme. Oui, il s'agit du plus vieux sac à main jamais découvert. Et oui, ces petites décorations, là, ce sont bien des dents de chien. Selon un archéologue, ces dents faisaient fureur en 2500 avant notre ère. Les gens en mettaient partout, sur les vêtements comme sur les bijoux. Mais ce sac à main avait quelque chose de spécial. Il comportait plus d'une douzaine de dents et était très élégant, ce qui signifie que sa propriétaire était sûrement une célébrité. Malheureusement, le sac à main lui-même n'a pas survécu à l'épreuve du temps. Il ne reste que ses dents, orientées dans la même direction et ressemblant à un rabat de sac à main moderne. Cela devait être très chic à l'époque, mais nous avons bien fait d'abandonner cette mode pour nos accessoires. Avez-vous entendu parler de la découverte d'un dinosaure sur la côte du Yorkshire? Il arrive que les scientifiques découvrent non pas des empreintes humaines, mais des empreintes de dinosaures. Cette fois, ils ont trouvé une empreinte de dinosaure qui pourrait avoir été déposée par un prédateur au cours d'une pause, il y a 166 millions d'années. Vous imaginez un T-Rex se prélassant sur la plage, un smoothie à la main? Ce fossile d'1 mètre de long, repéré dans la baie de Burniston, près de Scarborough, est le plus grand jamais découvert dans la région. L'équipe de chercheurs qui a étudié l'empreinte a conclu qu'elle avait été faite par un carnivore géant de type Megalosaurus, soit un gros dino affamé. Cette empreinte est la plus grande laissée par un théropode, un groupe de dinosaures bipèdes dont fait partie le tristement célèbre Tyrannosaurus rex. Il s'agit donc de créatures vraiment grandes et effrayantes. Un paléontologue de l'université de Manchester a déclaré que cette découverte avait jeté un nouvel éclairage sur le comportement de ces géants carnivores. Apparemment, les caractéristiques de l'empreinte suggèrent que ce grand prédateur s'accroupissait avant de se lever. Peut-être était-il en train de faire du yoga ou d'aller aux toilettes? Qui sait? Une autre archéologue, Mary Woods, est tombée sur cette empreinte alors qu'elle ramassait des coquillages sur le rivage. Elle a déclaré qu'elle n'en avait pas cru ses yeux. Personne ne s'attend à trouver l'empreinte d'un dinosaure géant en ramassant des palourdes. Heureusement, Mary Woods et Rob Taylor, un collectionneur local de fossiles, ont sauvé la fragile empreinte du rivage. Les experts les avaient prévenus qu'elle risquait d'être perdue à cause de l'érosion ou des glissements de terrain. Il est désormais prévu que l'empreinte soit exposée au Rotunda Museum de Scarborough. Mais nous avons d'autres nouvelles concernant ces gros animaux disparus. La sécheresse qui sévit au Texas a révélé des empreintes vieilles de plus de 100 millions d'années. En effet, de multiples empreintes de dinosaures ont été découvertes récemment dans le parc d'État de Dinosaur Valley, dans le nord-ouest du Texas. Les sécheresses ont provoqué le tarissement presque total d'une rivière qui traverse le centre du Texas. Et c'est ainsi que ces empreintes préhistoriques ont finalement été mises au jour. Ce gars-là était un gros bonhomme d'environ 4,5 mètres et pesait 7 tonnes. Il parcourait la région il y a plus de 113 millions d'années, selon le parc national. Environ 60 empreintes de ce dinosaure ont été retrouvées en raison de la sécheresse, et l'on estime à 140 le nombre total d'empreintes de ce dinosaure. Mais ce n'est pas tout. Des empreintes de Sauroposéidon ont également été découvertes. Cette créature mesurait 20 mètres de long et pesait environ 48 tonnes à maturité. Les experts pensent que l'Acrocanthosaurus chassait le Sauroposéidon, ce qui explique pourquoi leurs empreintes ont été retrouvées côte à côte. Mais il y a une chose étrange. Le Sauroposéidon était plus grand que l'Acrocanthosaurus. Un professeur peut-il m'expliquer pourquoi le plus petit mange le plus grand? Imaginez que vous ayez réservé une excursion dans les jungles du Costa Rica. Tout à coup, vous tombez sur une énorme sphère de pierre, dont le diamètre fait presque 2 mètres. Comment diable est-elle arrivée là et que symbolise-t-elle? Vous interrogez immédiatement votre guide. Il n'est pas aussi étonné que vous, et vous explique qu'il y en a en fait plusieurs centaines disséminées dans le sud du pays.
Ces mystérieuses sphères de pierre n'ont pas de nom officiel. Les habitants les appellent simplement Las Bolas, ce qui signifie boule en espagnol, tandis que les historiens les appellent les sphères d'Iquiz, du nom de la culture qui les a produites. Les scientifiques ont étudié les couches de sédiments de la Terre qui les entourent et estiment que les plus anciennes ont été fabriquées vers l'an 600 de notre ère et que les plus récentes datent de l'an 1000 de notre ère. De nombreuses sphères ont été déplacées après leur découverte initiale. C'est pourquoi les archéologues ont du mal à les dater avec précision. La culture d'Iquiz a complètement disparu peu après sa découverte par les Espagnols, au XVIe siècle. Contrairement aux Mayas et aux Aztèques, les mythes et légendes de ces peuples n'ont pas survécu et ne peuvent donc pas expliquer l'existence de ces mystérieuses sphères. Plus de 300 de ces boules ont été découvertes à ce jour, certaines mesurant moins de 2,5 cm de diamètre, les plus grandes mesurant jusqu'à 2 mètres de diamètre, plus hautes donc que la plupart des humains. Bien que certaines sphères soient en calcaire, la majorité d'entre elles ont été sculptées dans une variété de basalte, un type de roche qui se forme lorsque la lave se refroidit rapidement. Certaines sphères pèsent jusqu'à 15 tonnes et, dans la plupart des cas, leur surface est lisse au toucher, bien qu'il existe des pièces plus rugueuses, généralement inachevées. Si l'on écarte la théorie selon laquelle l'érosion fluviale aurait sculpté naturellement ces boules, il semble que ce soit d'anciens hommes qui les aient créées en martelant des blocs de pierre avec d'autres pierres. Une fois la forme approximative obtenue, ils polissaient la roche jusqu'à la perfection en utilisant des techniques telles que la fracture contrôlée et le meulage. Ces mystérieuses sphères se trouvent dans le delta du Iquiz, sur la côte de l'océan Pacifique. La plupart d'entre elles ont été découvertes dans un lieu appelé Fermsis, qui, avec 3 autres sites, a été proclamé site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014. La zone contient d'autres découvertes de l'époque précolombienne, telles que des espaces pavés, des sites funéraires et des monticules. Pendant des siècles, les boules de pierre ont été cachées sous une épaisse couche de sédiments qui les protégeait des éléments et des pillards jusqu'à ce qu'elles soient remises au jour dans les années 1930. La société propriétaire du terrain défrichait la forêt tropicale pour y installer des bananeraies lorsqu'elle est tombée sur ces étranges ouvrages de pierre. Certaines ont été endommagées par des bulldozers, d'autres par des ouvriers qui tentèrent de les ouvrir, pensant qu'elles contenaient de l'or. Il a fallu un certain temps avant que les autorités n'interviennent pour empêcher que les découvertes ne soient davantage endommagées. Doris Stone, la fille d'un cadre de la société propriétaire du terrain, a été la première à étudier les sphères. En 1943, elle a publié un article dans une revue archéologique américaine de premier plan, attirant ainsi l'attention du monde entier sur les boules. Des expéditions ont rapidement suivi, et les archéologues ont immédiatement pu déterminer que les formations de pierre étaient d'origine humaine, probablement créées par l'ancienne population indigène du Costa Rica. À ce jour, personne n'a été en mesure d'expliquer scientifiquement leur fonction. Cela signifie qu'il y a encore de la place pour les théories les plus folles sur l'origine et la véritable finalité des sphères. La théorie la plus populaire au sein de la communauté scientifique est que ces sphères de pierre servaient de décoration et de symboles sociaux, car nombre d'entre elles ont été retrouvées à proximité des habitations des chefs de tribu. Ces mêmes chefs étaient également enterrés avec certaines des plus petites boules. Ces sculptures étaient donc certainement associées au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Ciseler un bloc de pierre à la perfection exigeait beaucoup de travail et de planification, et seuls les individus puissants pouvaient se permettre de telles commandes à l'époque. L'autre théorie la plus répandue est que les boules étaient utilisées pour l'observation astronomique. Les sphères individuelles représentaient des étoiles ou des planètes, formant comme une carte primitive du ciel nocturne. Comme elles étaient parfaitement rondes, il était facile de les faire rouler. Avant que la jungle ne les engloutisse, la région où elles ont été découvertes était une plaine alluviale plate, idéale pour faire rouler de grosses pierres. Une autre version de cette théorie suggère que les pierres étaient utilisées comme marqueurs de frontières, un peu comme les bornes modernes, qui sont elles aussi principalement faites de pierre. Enfin, les légendes d'autres tribus qui vivaient dans la région racontent que les sphères étaient des boulets de canon que la divinité du tonnerre utilisait pour chasser la divinité des vents et des ouragans. Nous ne connaissons toujours pas la fonction première des sphères du Costa Rica, mais elles restent un élément important de l'identité nationale du pays. Le musée national de San José, la capitale du Costa Rica,
en possède 6 dans sa cour. De nombreuses autres sphères sont devenues des décorations de jardin, très prisées des habitants les plus fortunés. Il y en a même une à l'université de Harvard. Plus d'un millénaire après leur création, les mystérieuses sphères de pierre du Costa Rica sont toujours associées au pouvoir et à la richesse. En termes mathématiques, les sphères de pierre ne sont pas tout à fait rondes. On estime qu'elles sont presque parfaites, approchant la forme d'une sphère à 96%. Bien que ce chiffre soit impressionnant, les sphères du Costa Rica ne sont pas les seules de leur genre. Il y a près de 10 ans, des ouvriers ont découvert de mystérieuses sphères géantes en pierre dans les profondeurs d'une mine de charbon du nord de l'Asie. La surface de ces sphères, qui mesurait un peu plus de la longueur d'un pas humain en diamètre, était exceptionnellement lisse. Et les gens se sont penchés sur la question pour tenter de comprendre ce dont il s'agissait. Certains étaient là persuadés que les boules venaient d'un autre monde, tandis que d'autres suggéraient qu'il s'agissait en fait d'œufs de dinosaures pétrifiés. Les scientifiques ont rapidement mis fin aux discussions. Il s'est avéré que les mystérieuses sphères étaient en réalité des concrétions. Il s'agit de formations rocheuses qui mettent des millions d'années à se former dans les profondeurs du sous-sol. Pensez à un caillou qui amasse de la neige en dévalant une colline. C'est ainsi que se forment les concrétions. L'eau souterraine, riche en sédiments et en minéraux, s'écoule autour de la concrétion, la façonnant lentement en un orbe parfait. Ce processus est assez courant dans la nature, mais en général, les concrétions sont assez petites. Les sphères trouvées dans la mine de charbon avaient atteint cette taille dans un sol riche en minéraux, et elles étaient suffisamment grandes pour intéresser la presse et le grand public. Un autre cas possible de concrétion est celui des imposantes sphères de pierre retrouvées dans la vallée de Visoko, en Bosnie. Semir Osmanagić, que l'on a surnommé l'Indiana Jones bosniaque, a été le premier à étudier ces objets dont la largeur équivaut à celle d'un autobus londonien. Il pense que ces boules de pierre ont été sculptées par une civilisation disparue qui vivait dans la région il y a 1 millier d'années. La couleur rougeâtre des orbes prouve cependant qu'il s'agit bien de concrétions, riches en fer. Les Moki Marbles, découverts dans l'Utah rural, ont une couleur similaire à celle des sphères bosniaques. Ces minuscules concrétions, de la taille d'une bille, sont constituées d'un noyau de grès et d'une coquille d'hématite, un minerai de fer. En Afrique du Sud, des mineurs ont découvert les sphères de Klerksdorp, dont la forme et la taille sont similaires à celles des Moki Marbles. La seule différence est que celles-ci se sont formées à l'intérieur de sédiments et de cendres volcaniques. Parmi les petites sphères créées par l'homme, les plus intrigantes sont probablement celles que l'on trouve sur certaines îles grecques. Des scientifiques ont découvert 700 pierres plus petites que des balles de golf près du site de l'âge du bronze d'Acrotyrie, sur l'île de Santorin. Ils pensent que ces objets ont entre 3600 et 4500 ans. En comparant toutes les variations de taille et de couleur de ces pierres énigmatiques, les archéologues ont conclu qu'elles auraient pu faire partie du plus ancien jeu de société jamais fabriqué. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, les scientifiques tentent aujourd'hui de comprendre les règles de ce jeu. Il existe un site archéologique remarquable près de Saint-Louis, dans le Missouri, dont peu de personnes ont entendu parler. Nommé Cahokia, il fut jadis une métropole florissante abritant jusqu'à 2000 habitants au cours du XIe siècle. Ce lieu est parsemé d'imposants tertres de terre façonnés à la main, dont le plus monumental subsiste encore aujourd'hui au Cahokia Mound State Historic Site. Bien que de nombreux aspects de cette civilisation demeurent mystérieux, les chercheurs ont pu en reconstituer certains éléments grâce aux vestiges mis au jour. Parmi ces découvertes figuraient des dents particulièrement anciennes. Leur analyse détaillée a révélé que Cahokia accueillait une grande diversité de peuples autochtones. Environ un tiers des habitants provenaient d'autres régions du centre du continent, ce que les scientifiques ont déterminé en étudiant la composition chimique des dents retrouvées. Fait remarquable, l'agencement des monticules indique que Cahokia était une ville conçue avec une organisation précise et non une simple juxtaposition de villages. Les élites résidaient au sommet de ces structures, tandis que le reste de la population occupait d'autres habitations. Il est fascinant d'imaginer que cette cité abritait des activités variées, telles que l'agriculture, la chasse, l'exploitation du bois, la poterie et le tissage.
Au cœur même de Cahokia, se dressait un monticule colossal d'environ 30 mètres de hauteur, entouré d'une vaste palissade en bois. À l'intérieur de cette enceinte se trouvait le centre névralgique de la ville, comprenant une grande place ouverte. Les archéologues estiment que cette dernière avait été conçue pour symboliser les 4 points cardinaux. On pourrait croire que ceux qui l'ont bâtie cherchaient à créer un lieu en parfaite harmonie avec l'univers. Le centre de Cahokia était le cœur des cérémonies et des rassemblements majeurs, et son importance était telle que des visiteurs extérieurs venaient spécialement pour y assister. Le destin de cette cité demeure incertain. Certains avancent que son effondrement serait dû à une déforestation excessive ayant perturbé l'équilibre naturel. D'autres spécialistes contestent cette hypothèse, soulignant que la qualité des sols était encore préservée après l'abandon de la ville. Les premiers colons n'étaient pas encore arrivés à l'époque, écartant ainsi toute influence de leur part. Une autre théorie évoque des conflits avec des communautés voisines, qui auraient précipité son déclin. Aujourd'hui, plus de 65 tertres sont encore visibles, et il est même possible d'escalader le plus imposant d'entre eux. Ce site exceptionnel pourrait bientôt obtenir le statut de parc national. Une raison de plus de le découvrir avant qu'il ne devienne une destination trop prisée. Mohenjo-Daro est une autre cité antique disparue qui demeure entourée de mystères. Située dans l'actuel Pakistan, elle connut son apogée durant l'âge du bronze et se distinguait par son niveau d'avancement remarquable. Son réseau d'adduction d'eau et son architecture sophistiquée surpassèrent de loin ceux des autres villes de l'époque. Pourtant, elle demeure bien moins célèbre que les grandes cités antiques d'Égypte ou de Mésopotamie. Plus énigmatique encore, son abandon soudain, dont la cause reste encore inconnue. Bien que la ville ait été mise au jour en 1911, les archéologues mirent du temps à saisir toute son importance. Les fouilles révélèrent notamment un système d'assainissement avancé, comprenant plus de 700 puits, des bains privés ainsi que de vastes thermes publics. De manière impressionnante, même les habitations individuelles disposaient de toilettes reliées à un réseau d'égouts fonctionnels qui s'étendait à travers la ville. Mohenjo-Daro était également un centre commercial dynamique, produisant des poteries raffinées, des bijoux et des figurines qui s'exportaient à travers toute la région. Malgré cette sophistication, la raison de son abandon reste inconnue. Certains suggèrent que des changements dans le cours du fleuve Indus auraient pu être un facteur déterminant. Quant aux inscriptions laissées par ses habitants, elles restent indéchiffrables, même pour les experts les plus aguerris, compliquant encore davantage la reconstitution de son histoire. Avez-vous déjà entendu parler du village perdu de Kolmanskop? Autrefois, il s'agissait d'une petite colonie établie au cœur du désert du Namib. Selon la légende, elle tiendrait son nom d'un certain Coleman, qui se serait enlisé dans les dunes avant de disparaître à jamais. Toutefois, ce n'est pas là l'aspect le plus curieux. En 1908, un cheminot découvrit une pierre brillante et la montra à son chef d'équipe, qui s'avéra être un minéralogiste amateur. Après analyse, ils réalisèrent qu'il s'agissait d'un diamant. Rapidement, Kolmanskop devint la ville la plus prospère d'Afrique et l'un des endroits les plus riches au monde. On y trouvait de luxueuses maisons, une école, un hôpital et même une usine à glace destinée à approvisionner les garde-manger. L'hôpital était équipé de la toute première machine à rayon X d'Afrique australe, supposément employée pour s'assurer que les ouvriers ne tentèrent pas d'avaler des diamants en douce. Mais dès la fin des années 20, la découverte d'un autre gisement diamantifère à proximité entraîna le déclin de Kolmanskop. Peu à peu, ses habitants partirent en quête de nouvelles opportunités, laissant derrière eux une ville déserte. En 1938, l'ensemble des équipements industriels fut déplacé vers le sud, condamnant Kolmanskop à l'oubli. Son dernier habitant quitta les lieux entre 1956 et 1960. Cependant, le climat aride a permis une remarquable conservation des bâtiments, transformant cette cité fantôme en un site prisé des visiteurs. Vous avez certainement entendu parler du Machu Picchu, cette fascinante cité antique située au Pérou. Perchée sur les hauteurs vertigineuses des Andes, elle s'étend sur une vaste superficie et surplombe les vallées environnantes.
Son importance historique et son architecture lui valent d'être classé parmi les merveilles du monde moderne. Toutefois, son véritable usage reste un mystère. Bien qu'elle ait pu abriter jusqu'à 750 personnes, les traces humaines y sont limitées. Certains avancent qu'il s'agissait avant tout d'un lieu spirituel ou cérémoniel, tandis que d'autres le voient comme un luxueux centre de villégiature destiné à l'élite inca. La présence de vastes terrasses suggère une fonction agricole expérimentale ou un rôle commercial. Une autre hypothèse, plus surprenante, évoque l'éventualité d'une prison en raison de la découverte d'un espace ressemblant à une cellule. Il est intriguant de constater qu'aujourd'hui encore, les archéologues et les historiens peinent à comprendre comment cette cité a été édifiée. Saviez-vous que les Incas n'auraient probablement pas utilisé de roues pour transporter les matériaux? Pourtant, d'énormes blocs de granit ont été hissés jusqu'au sommet escarpé des Andes, alors même que leur poids était considérable. Certains estiment que des centaines d'ouvriers unissaient leurs forces pour faire progresser chaque roche jusqu'au sommet. Les gigantesques pierres du Machu Picchu sont si parfaitement ajustées qu'aucune fissure n'est visible entre elles. Ce détail remarquable confère à la structure une incroyable résistance au séisme, un atout majeur dans un pays comme le Pérou, sujet aux secousses telluriques. Mais comment ces blocs parviennent-ils à rester en place malgré les séismes? Ils subissent en réalité de légers déplacements avant de retrouver spontanément leur position d'origine, donnant l'impression d'une danse naturelle. Certains avancent que des cales en bois humidifiées auraient été employées pour stabiliser les pierres, mais cette hypothèse semble peu compatible avec l'ampleur des constructions. Les bâtisseurs du Machu Picchu semblent également s'être passés de bêtes de somme et d'outils en fer. Ils ont dû façonner et assembler chaque élément à la seule force de leurs mains. De surcroît, la citadelle repose sur une faille tectonique, ce qui a nécessité le déplacement de vastes quantités de roches et de terre afin d'aplanir le terrain. On pense même que la véritable prouesse se cacherait sous la surface, où des fondations profondes et un ingénieux système de drainage assurent la stabilité du site. D'ailleurs, un réseau hydraulique souterrain, jusque-là inconnu, a récemment été mis au jour grâce à la numérisation 3D. Les Incas n'utilisèrent pas de mortier pour assembler les blocs de granit, mais leur travail était si précis qu'il est impossible d'y glisser une feuille de papier. Une hypothèse suggère que les artisans employaient des outils de pierre constitués de matériaux plus durs que les blocs façonnés. Des tunnels, des métros, des réseaux souterrains et même des passages secrets permettant d'accéder aux maisons des personnes riches et célèbres. Pourquoi avons-nous besoin de tunnels, vous demandez-vous peut-être? Pour se cacher. De nombreuses villes ont des tunnels souterrains et même des doubles souterrains. Maintenant, soyons clairs, ces passages ne sont normalement pas reliés entre eux, contrairement à la rumeur populaire selon laquelle il serait possible de se rendre d'Écosse en Turquie en empruntant des passages secrets construits il y a environ 5000 ans. Oui, si construire cela semblerait fou même aujourd'hui, imaginez à l'époque. Ces tunnels s'appellent officiellement des souterrains refuges. Et ils ont probablement été construits au Moyen Âge. Mais nous ne connaissons pas la date exacte de leur création. C'est en Bavière qu'ils sont le plus nombreux, mais on en trouve aussi beaucoup en Grande-Bretagne et en France. Les souterrains refuges, qui sont absolument uniques dans le monde entier, se caractérisent par des couloirs étroits de forme ovale et des goulets d'étranglement appelés, en allemand, Schlupf ou Sleep-Outs en anglais. Malgré les spéculations, leur fonction reste un mystère. Cependant, certains de ces tunnels sont équipés de cheminées et même d'évents, ce qui pourrait signifier qu'ils servaient principalement d'abri. Datant du Moyen Âge, peut-être même du XIIe siècle, les souterrains refuges manquent de marqueurs archéologiques et nous n'avons aucun document historique à leur sujet. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses rumeurs circulent sur leur fonction. Certains scientifiques sont convaincus qu'il s'agissait d'espaces de stockage, bien que leur étroitesse rende cette hypothèse peu plausible. D'autres pensent qu'ils servaient de cachette aux agriculteurs lors des invasions tribales. Cependant, le fait qu'ils ne disposent que d'une seule entrée remet en question leur efficacité pour échapper aux menaces. Si vous vous sentez l'âme d'Indiana Jones et que vous souhaitez vous aventurer dans ces tunnels, vous avez de la chance. Quelques structures, comme l'Erdstahl Radgeblücken en Autriche, accueillent les visiteurs désireux d'en savoir plus. Cependant, la plupart des souterrains refuges sont fermés au public. Les origines de ces tunnels souterrains restent largement inconnues, tout comme leur véritable fonction. Et si vous vous dites « nous sommes au XXIe siècle, nous pouvons à peu près tout étudier », eh bien, vous vous trompez.
Ce qui rend ces tunnels difficiles à comprendre, ce sont leurs dimensions réduites. Les méthodes d'arpentage traditionnelles s'avèrent souvent inadaptées dans de tels espaces. Pour résoudre ce problème, les scientifiques utilisent un appareil portatif équipé d'une caméra RVB, d'un gyroscope et de capteurs de profondeur haute résolution, ce qui leur permet de relever les moindres détails à l'intérieur des tunnels. Ils ont également recours à des techniques modernes telles que la topographie 3D dans l'espoir de découvrir les véritables origines et fonctions de ces tunnels. Une hypothèse suggère même qu'il s'agissait peut-être de logements mal conçus, abandonnés lorsque leurs insuffisances furent devenues évidentes. Pourtant, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec cette idée. D'autres théories suggèrent qu'ils servaient à des fins spirituelles, tandis que selon l'idée la plus farfelue, ces tunnels seraient des vestiges de civilisations extraterrestres. Les experts pensent toutefois qu'ils servaient simplement à des fins pratiques, pour l'entreposage des biens ou comme cachette contre les pillards. Comme nous n'avons pas d'informations précises sur leur origine, il se peut que n'importe qui, même un paresseux, ait pu les construire. Non, je ne suis pas fou. Les paresseux peuvent effectivement construire des tunnels géants. Regardez plutôt. En 2009, un agriculteur du sud du Brésil conduisait son tracteur dans un champ de maïs lorsqu'il s'est soudainement enfoncé dans le sol. Il s'est vite rendu compte qu'il avait traversé le sommet d'un tunnel souterrain. Lorsque les chercheurs sont venus enquêter, ils ont trouvé un passage d'environ 2 mètres de haut sur 2 mètres de large, s'étendant sur environ 15 mètres, et ce juste au-dessous de la maison du fermier. En regardant de plus près, ils ont remarqué de profondes marques de griffes sur les murs. C'était la preuve que le tunnel n'avait pas été creusé par des hommes. Ce que ce fermier avait découvert était un paléofossé de mégafaune, un tunnel préhistorique creusé par des créatures anciennes, comme des paresseux ou des tatous géants, il y a plus de 10 000 ans. Je sais qu'il est difficile d'imaginer ces animaux, mais laissez-moi vous aider. Prenez un hamster. Maintenant, imaginez-le aussi gros qu'un éléphant. Et n'oubliez pas, ce hamster de 4 mètres de haut peut aussi marcher sur 2 pattes. À leur époque, il y a environ 15 millions d'années, et jusqu'à il y a 10 000 ans, de nombreuses espèces de paresseux et de tatous géants parcouraient les Amériques. Et certains creusaient bien ce genre de tunnel. Aujourd'hui, beaucoup de ces tunnels sont remplis de sédiments, même si certains restent dégagés, comme celui que notre fermier a découvert. Cette découverte de 2009 a suscité un vif intérêt, conduisant à la découverte de plus de 1500 paléofossés dans le sud du Brésil, ce qui en fait la région du monde où la concentration de tels sites est la plus élevée. Mais personne ne sait exactement pourquoi il y en a autant dans le sud du Brésil. Bien que certains paléofossés existent dans toute l'Amérique du Sud, on n'en a trouvé aucun en Amérique du Nord, ce qui est étrange, car ces énormes paresseux parcouraient tout le continent. La fonction exacte de ces grands tunnels reste un mystère, mais les scientifiques pensent qu'ils servaient d'espace post-natal pour la régulation de la température ou pour l'hibernation. Les tunnels se sont probablement développés au fil des siècles, à mesure que les générations successives de paresseux et de tatous les agrandissaient. Maintenant, jetons un coup d'œil au Fugu. Non, il ne s'agit pas de ce mets japonais très dangereux, ni d'une ville en Nouvelle-Guinée. Pour les voir, nous devons nous rendre au Royaume-Uni. Les Fugu sont également des structures souterraines, mais ils ne ressemblent pas exactement à des tunnels. Ce sont des structures en pierre sèche. Ils ressemblent à des grottes décorées à l'aide de pierres. On n'en a trouvé qu'une quinzaine jusqu'à présent, et la plupart se trouvent en Cornouailles. Selon les estimations, ces tunnels auraient été construits il y a environ 2400 ans, et ils sont encore en parfait état, ce qui est vraiment fascinant. À l'époque, les gens ne disposaient pas de machines modernes, et pourtant ces structures sont toujours là. Vous vous imaginez acheter un appartement aujourd'hui et apprendre qu'il sera toujours là dans 2 millénaires et demi? Pour en revenir à nos Fugu, leur fonction supposée n'a rien d'extraordinaire. Ils pouvaient être utilisés à des fins spirituelles, comme cachette ou comme garde-manger. Cette dernière fonction est cependant un peu surprenante. Je suppose que ce n'est un secret pour personne que l'Angleterre est réputée pour son taux d'humidité excessif, et que si vous voulez bien conserver vos aliments, vous devez éviter l'humidité à tout prix. Sinon, vous pouvez dire bonjour à la moisissure et aux champignons. Mais les peuples anciens n'étaient pas bêtes du tout. Autrement, ils n'auraient pas survécu, et vous et moi ne serions pas là aujourd'hui. Ils utilisèrent donc peut-être ces Fugu pour stocker certains produits, des produits présentant une moisissure naturelle, et contribuer ainsi à la conservation des denrées périssables, comme le lait,
le beurre et le fromage. Mais bon, ce ne sont là que suppositions. La véritable fonction de ces tunnels reste inconnue. Ce qui rend les Fugus uniques, c'est qu'il s'agit de tunnels construits délibérément, et non de mines creusées comme on en trouve au pays de Galles, par exemple. Ils ont été réalisés par l'excavation de tranchées profondes, puis revêtus de dalles de pierre de fête, avant qu'on y déverse du remblai. Tout cela demandait beaucoup de temps et d'efforts. Cependant, quelle que soit la difficulté, les villes du monde entier sont souvent bâties sur des réseaux de tunnels complexes, uniques à chaque endroit. Par exemple, Paris est célèbre pour ses vastes carrières souterraines, qui ont été abandonnées il y a des années, mais qui présentent toujours un risque d'effondrement dans certaines zones. Londres possède l'un des plus grands réseaux de tunnels au monde, dont beaucoup ont été spécialement créés à des fins militaires. À New York, des rumeurs circulent sur l'existence de tunnels secrets, tandis qu'à Los Angeles, on trouve d'anciens tunnels datant de la Prohibition, utilisés par les bars clandestins. De nombreuses autres villes possèdent d'énigmatiques tunnels. Et étonnamment, la Floride ne fait pas exception. Remontons jusqu'en 2011, à Ybor City. Près d'un ancien bureau de poste, une inondation a fait apparaître quelque chose d'étrange. Les vestiges d'une structure inconnue. À l'époque, les gens n'y ont pas vraiment prêté attention. Et ce n'est que 7 ans plus tard que l'on a découvert quelque chose de vraiment fascinant. Ce quartier historique a été fondé dans les années 1880, mais on ignorait jusqu'en 2018 qu'il abritait également un réseau de tunnels cachés. Nous ne l'avons découvert que grâce à des travaux de rénovation. Leur fonction exacte, bien sûr, est inconnue, mais la plupart des scientifiques sont convaincus qu'ils servaient à relier les premières salles de jeu au port de Tampa. Il est difficile de déterminer l'étendue de ce réseau de tunnels. En 2018, on a trouvé dans une maison historique de Seminole Heights des portes verrouillées menant à des tunnels datant des années 1920. Un habitant a même déclaré avoir parcouru un tunnel pendant une vingtaine de minutes. Selon certaines rumeurs, ces tunnels relieraient le fleuve Hillsborough à Ybor City. Les recherches se poursuivent, mais aucune nouvelle information n'a encore été dévoilée. En 2011, des chercheurs chiliens ont mis au jour en Antarctique un fossile singulier, évoquant un ballon de football écrasé. Pendant près de 10 ans, ce spécimen est resté sans étiquette spécifique, posé sur une étagère du Musée national d'histoire naturelle du Chili. Dans le musée, on l'appelait « La Chose », un surnom inspiré de son apparence digne d'un film de science-fiction. Lorsqu'ils ont finalement pu analyser ce fossile énigmatique, les scientifiques ont découvert qu'il s'agissait en réalité d'un œuf géant à coquille molle, vieux d'environ 66 millions d'années. Cet œuf mesure plus de 28 cm de long pour 18 cm de large. À titre de comparaison, un œuf de poule standard excède à peine 6 cm, tandis qu'un œuf d'autruche avoisine les 15. Ainsi, La Chose s'est vue attribuer le titre de plus grand œuf à coquille molle jamais découvert et de deuxième plus grand œuf animal connu à ce jour. Le seul œuf plus imposant était celui de l'oiseau-éléphant de Madagascar, une espèce disparue qui mesurait 1,5 fois la taille de Michael Jordan, soit 3 mètres. L'oiseau, bien sûr, pas l'œuf. Cet œuf, découvert en Antarctique, est également remarquable car il représente le premier œuf fossile mis au jour dans cette région du globe. La créature qui l'a pondu devait être un reptile marin gigantesque, tel que le mosasaure. Cette hypothèse étonne, car la plupart des scientifiques pensaient que ces animaux ne pondaient pas d'œufs. Cette découverte pourrait donc profondément modifier notre compréhension de ces créatures. Enfin, cet œuf est unique en raison de sa coquille fine et dépourvue de pores, un trait qui le distingue des œufs de dinosaures, typiques. Son apparence rappelle davantage celle des œufs de lézards ou de serpents, bien qu'ils proviennent d'un animal colossal apparenté à ces espèces. Aucun dinosaure ou reptile volant connu de cette époque et de cette région ne semble capable de pondre un œuf aussi énorme. Tout porte donc à croire qu'il s'agit bien d'un mosasaure, bien qu'il soit impossible d'en être totalement certain. Les scientifiques ont mené des recherches approfondies, étudiant 259 espèces de reptiles actuels, comme les lézards et les serpents, ainsi que leurs œufs. Grâce à ces analyses, ils ont estimé que la créature ayant pondu cet œuf devait mesurer au moins 7 mètres de long, sans inclure la queue, soit un monstre un peu plus grand qu'une girafe adulte. Durant la fin du Crétacé, il y a environ 105 à 66 millions d'années, cette région de l'Antarctique aurait pu servir de pouponnière. Des ossements de jeunes mosasaures et plésiosaures y ont été découverts, aux côtés de ceux d'individus adultes.
En Norvège, des archéologues ont réalisé une découverte remarquable en retrouvant des dizaines de flèches, cachées dans la glace depuis près de 6000 ans. Ces flèches, révélées par la fonte d'une vaste plaque glaciaire dans les hautes montagnes, couvraient une superficie équivalente à 45 terrains de football. En 2014 et 2016, lorsque les étés ont été particulièrement chauds, les scientifiques ont exploré cette zone connue sous le nom de Longfon. Ils ont également découvert de nombreux ossements et bois de renne. Certaines flèches étaient intactes, tandis que d'autres étaient fragmentées. 5 pointes de flèches ont aussi été retrouvées autour de la zone en dégel. Ce site a révélé davantage de flèches que tout autre site glaciaire dans le monde. Parmi les 68 flèches identifiées, certaines remontaient à l'époque néolithique, tandis que les plus récentes dataient du XIVe siècle de notre ère. La glace agit comme une véritable machine à remonter le temps, conservant presque parfaitement ce qui s'y trouve. Longfon a acquis sa renommée comme l'un des premiers sites glaciaires jamais étudiés, après qu'un randonneur y a découvert une chaussure en cuir vieille de 3300 ans, non loin du bord. Les scientifiques continuent d'analyser ces lieux pour comprendre leur utilisation par les humains et les changements subis par les plaques glaciaires, de la Norvège à l'Amérique du Nord, au fil des siècles. Il y a environ 32 000 ans, un écureuil a enterré des graines près d'une rivière en Sibérie. Cela évoque-t-il à d'autres des souvenirs de l'âge de glace? Ces graines appartenaient à une plante aux délicates fleurs blanches, la Silène stenophila. Des milliers d'années plus tard, une équipe de chercheurs a retrouvé ces graines profondément enfouies dans le sol gelé, à une profondeur équivalente à celle d'un immeuble de 12 étages. Les graines étaient enfouies dans la glace, entourées d'ossements d'animaux comme des mammouths, des bisons et des rhinocéros laineux. Les graines les plus matures avaient été abîmées, peut-être par l'écureuil lui-même, mais certaines graines plus jeunes conservaient encore des tissus viables. Les scientifiques les ont minutieusement extraites et placées dans de petits récipients pour favoriser leur croissance. Et maintenant, la partie la plus incroyable. Ils ont réussi à faire pousser ces plantes. Leurs fleurs présentaient des formes légèrement différentes de celles de la même espèce qui poussent aujourd'hui. Au bout d'un an, cette plante de l'ère glaciaire a même produit de nouvelles graines. Ces résultats ont conduit les chercheurs à suggérer que le permafrost pourrait servir de réservoir d'un ancien patrimoine génétique, où des espèces disparues pourraient être retrouvées et ramenées à la vie. Des chercheurs, à bord d'un brise-glace en Antarctique, étaient à la recherche de baleines lorsqu'ils ont fait une découverte beaucoup plus surprenante. Une caméra placée derrière le navire, pesant autant qu'une voiture, a capté l'image de 60 millions de nids de poissons des glaces, répartis sur le fond de la mer de Weddell. Les nids, espacés d'environ 25 cm dans toutes les directions, s'étendaient sur une superficie de 240 km², soit légèrement plus que la taille de Washington, D.C. La colonie possédait même une limite bien définie, visible comme une ligne tracée dans le sable. Les scientifiques exploraient cette région pour étudier un site océanique particulier où l'eau était légèrement plus chaude que celle environnante. Dans cette eau réchauffée, ils ont observé de minuscules organismes, appelés zooplanctons, près de la surface. Lorsqu'ils éclosent, les jeunes poissons des glaces nagent vers cette zone pour se nourrir de zooplancton avant de redescendre vers le fond marin pour grandir et, à leur tour, se reproduire. Avec une telle abondance de nourriture, leur présence dans cette eau plus chaude semblait logique. Cependant, personne ne s'attendait à découvrir un nombre aussi impressionnant de nids de poissons des glaces, bien plus que ce qui avait été observé jusque-là. L'Antarctic Heritage Trust de Nouvelle-Zélande a découvert d'anciens négatifs dans une cabane en Antarctique. Ces clichés se sont avérés être des images rares de l'expédition du groupe de la mer de Ross, une tentative célèbre mais infructueuse menée par Ernest Shackleton entre 1914 et 1917. Son ambition était d'être le premier à traverser l'Antarctique par voie terrestre, reliant la mer de Weddell à la mer de Ross en passant par le pôle Sud. Cependant, l'expédition a pris une tournure désastreuse lorsque leur navire, l'Aurora, a été perdu en mer. L'équipe a dû s'abriter dans la cabane d'un autre explorateur, le capitaine Robert Falcon Scott, qui avait lui aussi cherché à atteindre le pôle Sud en 1972, sans succès. Les négatifs, fabriqués en nitrate de cellulose, ont été retrouvés collés les uns aux autres dans une petite boîte. Le Trust a ramené les négatifs en Nouvelle-Zélande, où ils ont été soigneusement séparés, révélant 22 images jusque-là invisibles. Bien que de nombreuses photos aient été abîmées, certaines montraient des lieux reconnaissables autour du détroit de McMurdo, une région emblématique de l'Antarctique. L'identité du photographe reste toutefois un mystère.
En décembre 2021, des chercheurs ont observé une marque inhabituelle sur la plateforme de glace de Larsen, une immense étendue glacée au large de la côte est de l'Antarctique. Ils ont supposé qu'il s'agissait d'une rivière souterraine et ont foré à près de 500 mètres pour vérifier. Bien qu'ils se soient attendus à trouver de l'eau, ils ont été surpris de découvrir qu'elle abritait de minuscules créatures rapides, appelées amphipodes. Les chercheurs ont également constaté que cette rivière souterraine comportait des courants en couches, se déplaçant dans des directions inattendues et encore mal comprises. Une autre découverte étonnante a marqué leur étude. Le 20 décembre de la même année, un volcan, le Hunga Tonga, est entré en éruption, et les ondes de pression générées par cet événement ont été détectées jusque dans la rivière gelée de l'Antarctique. Cette observation illustre les interconnexions étonnantes qui lient tous les phénomènes de notre planète, même dans les régions les plus reculées. Aussi loin que l'on se souvienne, les gens ont bien tenté d'inventer des histoires au sujet d'humains à l'allure bizarre. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'au fil des ans, des gens ont même prétendu détenir des preuves de l'existence de ces mythiques humanoïdes. C'est le cas des Gorgades, une tribu qui vivait sur des îles proches de la côte atlantique de l'Afrique. La première mention de ce peuple dans la littérature remonte au 1er siècle. On ne dit pas grand-chose des hommes de la tribu, mais les femmes, elles, étaient vraiment spéciales. On prétend qu'elles avaient des poils sur tout le corps. Aujourd'hui, les scientifiques sont presque certains que les gens ont pu confondre des singes avec ces humanoïdes. Un général carthaginois a affirmé avoir débarqué sur ces îles à l'époque et a décrit ces hommes comme étant des coureurs très rapides. Cela soutient l'idée que ces témoignages se rapporteraient à des primates et non des hommes. Il est normal de penser que des singes se seraient enfuis après avoir vu des hommes pour la première fois, n'est-ce pas? La localisation des Gorgades et de leurs îles d'origine est incertaine et a été décrite de différentes manières par les écrivains au fil du temps. Pline l'Ancien, un érudit romain du 1er siècle, a parlé d'une autre tribu étrange. Ce peuple était celui des Astomies. Semblables aux Gorgades, ils étaient réputés très poilus et vivaient dans le delta supérieur du Gange, près de l'actuelle frontière nord de l'Inde. Ce n'est pas tant leur apparence qui les rendait singuliers. Pline a écrit que ces créatures ne mangeaient ni ne buvaient pas du tout. Non pas parce qu'elles ne le voulaient pas, mais parce qu'elles n'avaient pas de bouche. Elles se nourrissaient en reniflant l'odeur des plantes et des pommes. Une forte odeur pouvait également s'avérer très dangereuse pour elles. Quant à leur corpulence, on dit qu'elles étaient sveltes et graciles. Principalement parce qu'elles ne consommaient pas de nourriture. Il est difficile de croire que ces gens aient existé à un moment donné. Pourtant, des faits historiques pourraient venir étayer ce mystérieux comportement de reniflage. Certains spécialistes pensent que les tribus situées près des montagnes de l'Himalaya apportaient des fruits et des légumes parfumés lors de leur voyage. En effet, le fait de renifler quelque chose d'agréable peut aider à lutter contre le mal de l'altitude. Autrefois, les voyageurs pensaient que les nausées étaient causées par un mauvais vent et essayaient d'y faire face en sentant des oignons, des pommes séchées, des abricots ou de l'ail. Pline l'Ancien semble s'être beaucoup amusé à écrire au sujet d'étranges espèces d'apparence humanoïde. Dans ses écrits, il mentionne également une tribu de personnes sans tête, avec le visage dans la poitrine. Ils étaient également très populaires dans les contes médiévaux et connus sous le nom d'acéphales. Ils auraient vécu dans les régions montagneuses et boisées d'Afrique du Nord, entourés de bêtes sauvages telles que les lions de l'Atlas, les éléphants et autres vipères. Hérodote, écrivain grec du XIe siècle avant notre ère, mentionne également ce peuple dans ses récits. Mais comme il est connu à la fois comme le père de l'histoire et le père des bobards, je n'adhérerais pas si vite à ces fables si j'étais toi. Comme beaucoup d'autres mythes entourant des créatures mythiques, il y a une part de vérité dans ces descriptions. Les personnes qui voyagent dans le désert, comme les Touaregs, portent traditionnellement des vêtements qui les couvrent entièrement, avec des espaces dans le tissu réservés à leurs yeux et à leur nez. Cette tradition les protège de la chaleur et du sable pendant leur traversée du désert. Il n'est donc pas étonnant que ces vêtements aient pu laisser croire aux auteurs de l'Antiquité que ces gens n'avaient pas de tête. Le groupe mythique suivant était aux gens ce que les bassets sont aux chiens, non pas parce qu'ils avaient un très bon odorat ou parce qu'ils ronflaient sur le canapé toute la journée,
mais parce qu'ils avaient des oreilles si longues qu'ils pouvaient s'en couvrir tout le corps pendant la nuit. On les surnommait les Panotéens, et on disait qu'il s'agissait d'une tribu de géants venus d'îles mystérieuses et froides. Ils dormaient recroquevillés dans leurs grandes oreilles, et certains disaient qu'elles pouvaient même les aider à voler. Et puis, il y a ces étranges histoires de monopodes. Tu as peut-être déjà deviné à quoi ils ressemblent. Les monopodes étaient des créatures de la mythologie antique qui n'avaient qu'un seul gros pied. Le mot « monopode » signifie d'ailleurs « un seul pied » en grec. On les appelait aussi les sciapodes, ce qui signifie « ombre-pied ». En effet, selon certains récits, ces personnes avaient des pieds si grands qu'elles pouvaient s'en servir comme d'une ombrelle pour se cacher du soleil. Ils se couchaient simplement sur le dos, les pieds dans l'air, au cas où ils seraient accablés par la chaleur torride. Peu importe les brûlures. Os pieds, ils ont été mentionnés pour la première fois dans une pièce de théâtre en 414 avant notre ère. D'autres voyageurs ont laissé des récits relatant leurs rencontres avec des monopodes en Inde, et ils décrivent ces personnes comme n'ayant qu'une seule jambe, mais une jambe avec laquelle ils pouvaient facilement sautiller pour se déplacer. Aucune liste d'étranges créatures à l'apparence humaine ne serait complète sans les sirènes. Elles sont décrites comme des créatures mythiques qui vivraient dans les mers et sont généralement représentées comme ayant le buste d'une femme et une queue de poisson en dessous de la table. Selon les cultures, la sirène représente soit la vie et la fertilité, soit la danger et la ruine. La plus ancienne légende des sirènes connue remonte au premier millénaire avant notre ère. Dans cette histoire, la déesse Derceto désirait vivre sous les eaux, mais ses pères ne lui permirent pas de renoncer à ses beaux traits. Ils optèrent donc pour cette apparence mi-humaine, mi-aquatique. On trouve également des contes populaires parlant de sirènes au commencement de la Grande-Bretagne, mais sans illustration. Dans les contes de marins, les sirènes peuvent symboliser à la fois la chance et le désastre. Comme les marins passaient beaucoup de temps en mer et qu'ils n'avaient parfois rien à faire, il n'est pas étonnant qu'ils aient commencé à croire en des figures qui contrôlaient les intempéries. Les sirènes étaient considérées comme à la fois attirantes et dangereuses, comme la mer elle-même, reflétant la nature imprévisible et palpitante des eaux. Nous n'avons aucune preuve de l'existence des sirènes aujourd'hui, mais certaines personnes ont fait de leur mieux pour fabriquer de fausses preuves au fil des ans. As-tu déjà entendu parler de la sirène des Fidji ? Il s'agit d'une créature inventée par le forain américain P.T. Barnum dans les années 1840. Présentée à New York, Boston et Londres, elle a captivé l'attention du public. Elle n'était pas la seule de son espèce, et ce qui est étrange, c'est que ces fausses sirènes n'étaient même pas si jolies. Certaines d'entre elles étaient grimées en attachant des queues de poissons à des os de singes. La République dominicaine possède sa propre créature mythique mystérieuse ressemblant à un être humain. Cette légende évoque une femme qui vivrait dans les bois. Elle est décrite comme ayant de longs cheveux noirs. Mais le hic, c'est qu'on prétend qu'elle aurait les pieds en arrière. Bien qu'elle soit de petite taille, ses traits seraient extrêmement délicats, en particulier ses yeux. On la surnomme la Ciguapa. On pense qu'il s'agirait d'une créature nocturne et qu'il serait impossible de la pister à partir de ses empreintes, en raison de la position particulière de ses pieds. On pense aussi que pour l'apercevoir, il faudrait partir à sa recherche la nuit, mais seulement lors de la pleine lune. Ah, il y a toujours un arnaque, et tu auras bien besoin d'un chien pour t'aider. Son histoire connaît de nombreuses variantes. D'autres contes parlent d'une créature timide qui s'enfuirait à la simple voix des scans. On sait qu'elle dort dans les arbres, et se nourrit de poissons et de fruits. C'est surtout dans la mythologie nordique que l'on entend parler de nains. Dans de nombreux contes d'Europe du Nord, les nains sont décrits comme étant physiquement plus petits que la plupart des gens, mais aussi comme les meilleurs des forgerons. Ils étaient chargés de fabriquer de robustes outils, qui auront aidé de nombreux héros dans leur quête. Certains nains possédaient également des capacités de métamorphose. Ils prenaient fréquemment l'apparence d'objets inanimés, tels que des aiguilles, ainsi que de créatures, comme des poissons et des loutres. Ces histoires de nains peuvent également être étayées par quelques faits historiques. À l'âge du bronze, les mineurs du sud de l'Europe ont peu à peu épuisé leurs réserves d'étain, un matériau nécessaire à la fabrication du bronze. En quête de nouveaux approvisionnements, ils se sont déplacés vers le nord-ouest, où l'on en trouvait davantage.
Ces mineurs étaient plus petits que la plupart des Européens du Nord, et avec la peau plus foncée, les cheveux et la barbe plus touffus. Pour couronner le tout, ils avaient une bien meilleure connaissance des métaux et de la manière de les extraire et de s'en servir pour concevoir les outils nécessaires. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient impressionné leurs hôtes, au point qu'ils aient cru que ces mineurs étaient doués de pouvoirs surnaturels.